Eh bien, encore une fois, Donald Trump s'en prend au Canada avec des tarifs, cette fois, de 50% sur plusieurs produits canadiens. Là. Il ratisse très large, là, que ce soit des produits laitiers, l'alcool, les bâtons de hockey. Vous voyez le genre, là, ça va un peu dans toutes les directions. Pour nous éclairer, Georges Mercier est analyste doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris et à l'Université de Montréal. Salut Georges. Salut Alex. Bon, pourquoi ça arrive maintenant, là? Essentiellement, on avait un contexte de négociation commerciale avec les Américains. On sait que les Américains, parce que le Mexique et le Canada avaient demandé qu'on le renouvelle, ont laissé l'accord de libre-échange nord-américain ne pas se renouveler. Donc, manifestement, on veut aller chercher des concessions de la part du Canada. On a peut-être un gouvernement canadien qui traîne des pattes parce qu'on se dit mieux vaut négocier avec la Maison-Blanche à la suite des élections de mi-mandat en espérant que les républicains perdent le contrôle parce qu'on aurait alors une Maison-Blanche affaiblie et donc ce serait plus facile pour nous de faire valoir nos intérêts. Mais il y a une chose qui est assez surprenante, c'est qu'ils sont étonnants, ces droits de douane-là, qui sont annoncés aujourd'hui. Ils ne sont pas en vigueur. Ils entreront en vigueur dans 30 jours. Ça, gardons quand même en tête, là, du côté de aussi bien nous que les auditeurs. Comme ça, on ne doit pas paniquer tout de suite. C'est clairement une mesure pour faire pression sur nous. Mais ce qui est curieux, c'est que en fin de semaine, on a eu une autre menace de droits de douane qui, elle, était plus loufoque. Sur la boucane! Sur la boucane, sur les feux de forêt. Et moi, ma réaction, en fin de semaine, ça avait été de dire, écoutez, Donald Trump annonce beaucoup, mais il n'a plus le pouvoir de mettre en œuvre ce qu'il annonce, parce que l'hiver dernier, la Cour suprême américaine lui avait enlevé un pouvoir d'imposer des tarifs. On se souvient, lorsqu'il arrive à la présidence, ce qu'il fait essentiellement, c'est invoquer une loi sur les pouvoirs économiques d'urgence pour mettre à sa guise des tarifs contre à peu près n'importe quel pays dans le monde. La Cour suprême lui dit, tu ne peux plus faire ça. Et là, on aurait pu croire qu'à la suite de cette décision-là, la Maison-Blanche aurait tempéré ses ardeurs, qu'elle aurait pris un pas de recul, puis qu'on n'aurait pas continué cette offensive tarifaire-là et protectionniste tout azimut. Mais ils sont créatifs, Georges. Et c'est là que je veux en venir, parce que ça, c'est significatif. Ils sont allés fouiller, essentiellement, dans tous les codes de loi américains pour trouver les autorités qui leur permettraient de mettre en œuvre de nouveaux droits de douane. On l'a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant avec le Brésil. On a évoqué une loi, on a fait une enquête, et là, on a imposé des droits de douane de 25% sur certains produits brésiliens. C'est ce qu'on vient de faire au Canada. Là, on nous ressort une loi des années 30 qui permet au gouvernement américain et au président d'imposer des droits de douane pour punir, essentiellement, certains pays qui auraient des pratiques commerciales déloyables ou inéquitables envers les Américains. Et là, le problème ici, c'est que si la nouvelle architecture tarifaire de la Maison-Blanche s'assoit sur des fondements juridiques qui sont plus crédibles et moins fragiles et donc moins attaquables par les tribunaux que ce qu'il faisait par le passé, l'espoir qu'on avait, à savoir les tribunaux vont débouter la Maison-Blanche, on peut prendre notre temps pour leur répondre parce que, anyways, il n'a pas ce pouvoir-là, eh bien cet espoir-là, il est de plus en plus difficile à tenir. Au contraire, il va falloir qu'on comprenne que non, il y a bel et bien, du côté de cette Maison-Blanche-ci, une ambition de protéger le marché américain et ils vont trouver des moyens pour la satisfaire. Voilà. Bon, maintenant, que doit faire Mark Carney? Parce que jusqu'à maintenant, il a plus utilisé la stratégie, si tu veux, de la flatterie. Là. De l'apaisement. De l'apaisement. Il s'est rendu à la Maison-Blanche, a complimenté le président. Puis après ça, il essaie de tisser de nouveaux liens commerciaux. Parfois, on se réveille le matin, on se dit, on est-tu rendu européen, nous autres? Dans ce contexte-là, il y aura une rencontre importante aujourd'hui à Charlottetown avec les autres premiers ministres. Est-ce que tu t'attends à un certain consensus dans les réactions ou déjà le vernis est en train de craquer? Là? Pensons au premier ministre ontarien, Doug Ford, qui lui veut une réponse dollar pour dollar, tarif pour tarif. Peu importe ce que Mark Carney veut nous faire croire sur l'unité canadienne, le Canada, c'est encore des 10 provinces, différentes économies. On a des intérêts divergents. Et c'est pas clair que lors de ces négociations commerciales-là, le gouvernement fédéral va être capable de plaire à tout le monde. Il va y avoir des arbitrages qui vont devoir être faits. Est-ce qu'on voudra éventuellement privilégier l'industrie automobile de l'Ontario au détriment de la gestion de l'offre au Québec? Et ça, c'est une vraie question. Et jusqu'à maintenant, on l'a un peu évité. Peut-être que lors des négociations avec les Américains, parce qu'il y en a des négociations avec les Américains, on nous fait ce type de demande-là. Et là, on ne sait pas ce que le gouvernement canadien va être prêt à faire. La réponse de Mark Carney hier, elle était assez beige. Elle était typique de Mark Carney. Nous prenons acte. C'est en violation de la CEUM. Ça ne surprend personne. Nous sommes prêts à nous engager dans des négociations
intensive. Il y a quand même encore cette tentation-là de jouer l'horloge du côté du gouvernement Carney. On avait bien fait de le faire durant la première année parce qu'on n'a pas essentiellement trop concédé avant que la Cour suprême invalide un pouvoir. Est-ce qu'on pourrait attendre jusqu'aux élections de mi-mandat en novembre pour voir si le gouvernement se recompose aux États-Unis? Peut-être qu'on pourrait le faire. Mais là, le problème, c'est quand même dans 30 jours, on va avoir ces droits de douane de 50% sur une panoplie de produits canadiens. Et là, pour la première fois, quand même, les produits qui étaient protégés par la CEUM ne le seront pas. Donc, s'il y a un impact économique, il va être très, 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 très fort. Après, est-ce qu'on peut encore faire des concessions? Je veux dire, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà concédé 5% en budget de défense? L'abolition de la taxe sur les services numériques, des investissements massifs pour sécuriser une frontière où il y aura possiblement des problèmes. La position du gouvernement Carney est très compliquée. Et moi, ce que je me demande, c'est les Canadiens l'ont quand même élu, les Canadiens et les Québécois, pour répondre à Donald? Pas juste ça. Les Canadiens et les Québécois l'ont choisi exactement pour cette raison-là. Ah non, mais on s'entend que sans Donald Trump, sans menace américaine, Mark Carney n'est pas premier ministre du Canada et c'est probablement Pierre Poilievre qui l'est. Je suis pas en train de faire un argument pour les conservateurs, mais notre patience a été longue quand même. Et c'est bien beau d'avoir à la tête des États-Unis un président qui arrête pas de faire des déclarations incendiaires, frivoles, auquel on peut pas se fier. Il y a un moment où on a aussi un gouvernement qui a ses propres responsabilités et on va devoir le tenir imputable de ce qui, jusqu'à maintenant, est quand même un échec dans la première mission pour laquelle il avait été élu, à savoir obtenir un nouvel accord ou résister à l'Empire américain. Il faut se ramener à l'époque. On était obsédés par cette question-là. L'enjeu numéro 1 de la dernière campagne fédérale, ça a été le Donald. Tous les autres enjeux, puis c'est pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes au Canada, excusez-moi, tout ça a été complètement évacué de la pièce. Puis là, on se réveille un an et demi plus tard en se disant, est-ce que ça a réellement changé grand-chose? Est-ce qu'on est dans une meilleure posture avec Mark Carney que Justin, qui fait le figurant dans les vidéos réseaux sociaux de sa blonde? Ouais. Est-ce que réellement, puis tu sais, je veux dire, Mark Carney, le beau CV, beau complet, Oxford, tu sais, tout un parcours, tu sais, banquier. Mais je pense qu'un élément qu'il faut rappeler, c'est quand même que Mark Carney, c'est l'incarnation par excellence d'une certaine élite mondialisée. Bon, c'est Goldman Sachs, des banques centrales, les grandes institutions. Mark Carney, c'est un homme qui est confortable dans un salon d'aéroport premium et dans un jet privé. Très premium. Et le problème, c'est quand même que du côté américain, c'est pas seulement une obsession de Donald Trump, le protectionnisme. Les récriminations envers le libre-échange, on les avait déjà sous Joe Biden, qui tentait de stimuler l'économie américaine d'autres manières, mais qui tentait quand même de le faire. Et si vraiment l'ère du libre-échange qu'on a connue, disons, de la fin des années 90 au retour au pouvoir de Donald Trump est vraiment bel et bien terminée, c'est pas clair qu'on ait au Canada un premier ministre qui est capable de comprendre cet élément-là. Parce que du côté américain, c'est pas un truc temporaire, vouloir ramener des industries, protéger l'économie. Il y a eu une prise de conscience aux États-Unis assez claire, chez les démocrates comme chez les républicains, que la globalisation, que le libre-échange avait eu des coûts très, très importants aux États-Unis. Puis je donne un exemple, par exemple, c'est Donald Trump une fois qui disait « Si vous n'avez pas d'acier, vous n'avez pas de pays ». Bon, mais il y a un certain argument à faire ici où les Américains ont besoin d'une base industrielle pour la ramener. La Maison-Blanche actuelle emploie des droits de douane. Biden employait des incitatifs. Dans les deux cas, on veut ramener des industries et la question c'est, est-ce qu'on est capable de faire comprendre aux Américains que le Canada n'est pas seulement un pays étranger? Que s'il y a des industries ici, elles peuvent contribuer à sécuriser les Américains ou au contraire, les États-Unis se considèrent comme une île aux frontières fermées et que si c'est pas fait chez nous, si c'est fait ailleurs, même si c'est en Amérique du Nord, c'est un problème pour notre résilience, notre autonomie. Bon, et parallèlement à tout ça, alors que les Américains nous mettent encore des tarifs sur la gueule, ils sont empêtrés en Iran. L'escalade se poursuit. Une 10e nuit de bombardement la nuit dernière. Les Américains ont promis de venger à fort prix, d'ailleurs, chaque vie de soldats américains emportés. Et là, il y a une variable qui est extrêmement importante aussi, c'est l'entrée un peu plus active dans le conflit des Houthis. Ouais, on dirait que le conflit au Moyen-Orient s'internationalise. Bon, les Houthis, c'est une milice au Yémen qui sont alliés plus ou moins fortement avec l'Iran, qui se situe très près du détroit de Bab el-Mandeb, qui permet aux navires de sortir de la mer Rouge, de passer de l'Europe à l'Asie essentiellement. Et le problème, c'est que là, ils ont annoncé un blocus naval des navires saoudiens. Bon, pas de tous les navires, des navires saoudiens. Donc, les Saoudiens sont quand même opposés aux Houthis dans la guerre civile au Yémen. La question, c'est est-ce que ça mène à une entrée dans le conflit des Saoudiens eux-mêmes? Et là, pour compliquer toutes les choses, Alexandre, les Saoudiens ont un pacte de défense avec le Pakistan.
Le Pakistan qui était un pays médiateur entre les États-Unis et l'Iran. Donc là, le risque du côté du conflit iranien, c'est que le conflit s'internationalise, que de plus en plus de belligérants entrent dans le conflit, ce qui pourrait là effectivement mener à un embrasement régional, parce que pour encore compliquer les choses, il y a des troupes pakistanaises en Arabie Saoudite. Donc si les Houthis devaient frapper les Saoudiens, tuer les Pakistanais, ça entraînerait vraiment un embrasement de la situation. Merci beaucoup, Georges. Très bien.